Plaisir Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, vous en avez aussi l'habitude, pour nous accompagner, François Codet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on parle. On va parler des défaillances d'entreprises. Et puis ensuite, on répondra, comme d'habitude, à la question de l'internaute, qui était à quoi peut servir une levée de fonds et comment la réaliser. Les levées de fonds, très bien. Le Centre des jeunes dirigeants de Grenoble rassemble une soixantaine d'adhérents. Plus qu'un think tank, il se veut un action tank pour que la réflexion conduise à l'action afin de bâtir des entreprises toujours plus responsables, toujours plus durables. Dans notre rubrique innovation, un nouvel atelier aviré pour Red Light, le spécialiste des équipements de trail, qui veut ainsi faciliter ses embauches. Enfin, focus sur le groupe Avec, spécialiste de l'impression d'étiquettes, un savoir-faire bien plus complexe qu'il n'y paraît et un marché considérable. En moins d'un quart de siècle, l'entreprise initialement Azur Adhésif a bien grandi à force d'investissement et d'acquisition. Depuis le début de cette année, environ 48 000 entreprises de toute taille ont fait faillite, soit une hausse de près de 20% par rapport à 2023. Une évolution globale qui cache de nombreuses disparités et surtout quelques signaux d'alerte. On va revenir, François, d'abord sur cette situation économique plutôt en demi-teinte. Oui, plutôt en demi-teinte. Alors, il faut bien resituer un peu le contexte. Alors, évidemment, je vais enfoncer les portes ouvertes que tout le monde connaît, mais l'économie, elle a dû subir quelques changements assez violents. Bien sûr, les sujets de pénurie énergétique des dernières années, l'inflation, la hausse des taux, la guerre en Ukraine, le contexte politique et environnemental. Enfin, ça fait un contexte et un environnement qui n'est pas très porteur. Pourtant, il y a une activité qui reste relativement soutenue dans ce contexte-là en France, avec une croissance du PIB qui va être entre 1 et 1,2 à la fin de l'année, ce qui est pas glorieux, mais plutôt résilient dans le contexte. Il y a une création d'emplois, 185 000 emplois salariés créés sur un an, ce qui est plutôt un très bon chiffre aussi historiquement. Et puis, il y a le pouvoir d'achat des ménages qui avait été largement érodé par l'inflation. On en a énormément parlé. L'inflation va finir très probablement en dessous de 2, même assez nettement en dessous de 2 sur l'année 2024. Donc, c'est plutôt des signaux favorables. Par contre, le contexte est compliqué. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que pendant la période dite du quoi qu'il en coûte, 2020-2023, tout a été fait pour soutenir les entreprises. Et puis, il y a eu ces fameux PGE, prêts garantis par l'État, qui ont apporté de la trésorerie, qui ont permis à beaucoup d'entreprises de survivre dans un contexte très difficile. Sauf que maintenant, il faut rembourser. Il faut rembourser ces PGE. Il y a des taux d'intérêt qui sont montés aussi. Donc, les entreprises endettées, elles ont leur PGE à rembourser. Elles ont le coût de la dette qui a augmenté. Et puis, il y a eu aussi, ça peut accélérer les choses, les entreprises qui étaient en difficulté, les URSSAF notamment, n'allaient pas trop chercher les créances pour leur laisser le temps de se refaire, sauf que maintenant il faut payer la facture. Et tout ça accélère un petit peu les difficultés des entreprises, avec des écarts importants suivant les secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité, il y en a deux qui souffrent plus fort. C'est tout ce qui est services. Ça souffre, c'est assez logique. Inflation, il y a eu une hausse des salaires, une hausse des rémunérations, donc une hausse de leur coût de fonctionnement et une capacité à le répercuter sur les prix de vente qui est limitée aussi parce qu'il y a le pouvoir d'achat des ménages et des familles. Donc ça a un peu écrasé les marges. Et puis, c'est ce qu'on retrouve dans la restauration, dans les services globalement. Et puis, il y a une disparité aussi sur les tailles d'entreprises. Les plus petites entreprises ont des taux de marge plus faibles en général, donc une moindre capacité à absorber les chocs, ont un petit peu plus souffert. Donc des défaillances d'entreprise. Donc des défaillances d'entreprise. Donc les chiffres, je regarde mes notes pour ne pas me tromper. 66 000 défauts d'entreprise sur les 12 derniers mois. Donc c'est un chiffre très élevé qui est record. Alors
Il y a tout le temps et en permanence dans une économie normale, il y a des entreprises qui meurent, et il y en a qui naissent aussi d'ailleurs, heureusement, et il y a un renouvellement, sauf que là, comme il n'y a pas eu de mort pendant quelques années, il y a ce rattrapage qui fait qu'il y a un peu plus de défaillances d'entreprises. C'était pas très choquant et pas inquiétant plus que ça et anticipé sur 2023, voire le premier semestre 2024, parce que c'était cet effet rattrapage. Maintenant, il faudrait que cet effet rattrapage s'arrête et qu'on redevienne sur une activité normale. Et sur la dernière période, quand on compare par rapport à l'époque 2015-2018, qui était une époque un peu difficile avant le Covid, à en oublier, on a malgré tout un taux de défaillance prise qui est encore un petit peu plus élevé. Donc il y a une alerte. Et on estime aujourd'hui, c'est toujours difficile à estimer, qu'il y a un peu plus de 260 000 emplois en France, tous secteurs d'activité confondus, qui sont menacés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus, mais qui sont menacés, c'est-à-dire qu'ils sont dans des entreprises potentiellement fragiles. C'est 40% de plus qu'en 2019, c'est-à-dire avant la période Covid. Il y a toujours eu des emplois menacés, parce qu'il y a toujours eu des entreprises en difficulté, mais il y en a significativement plus. Et quelquefois, l'actualité dont on parle pas mal fait que quelquefois, ça tourne dans des petites communes ou dans des communes moyennes, et c'est aussi des difficultés sociales. Puis retrouver un job dans ces régions-là, c'est pas toujours très facile. Il y a des disparités dans ces défaillances ? Oui, il y a des disparités dans ces défaillances. Alors, il y a des secteurs qui sont évidemment plus touchés. Et puis, il y a des régions aussi. La région Île-de-France est la plus touchée, très implantée sur les services notamment. La région économique Auvergne-Rhône-Alpes s'en sort plutôt bien, mais c'est un peu le cas général de l'économie d'Auvergne-Rhône-Alpes qui résiste plutôt mieux que les autres sur le troisième trimestre avec une vraie dynamique d'entreprise. Sur les secteurs, ça va surprendre personne. Un secteur très touché, l'immobilier. Ça, je pense que c'est impossible de ne plus être au courant de ça maintenant. Le transport qui est toujours un peu préoccupant. Le transport, ils ont un sujet d'énergie, de coût de l'énergie, mais c'est aussi un secteur un peu comme l'emballage, c'est-à-dire quand l'économie ralentit un petit peu, l'emballage, le transport sont souvent les premiers secteurs à souffrir. Par contre, il y a d'autres secteurs qui fonctionnent mieux, qui sont plus résilients. La santé, tant que la population reste à peu près au même niveau, se stabilise, mais vieillit, forcément il y a des besoins de santé. L'enseignement, et puis... et ça, c'est peut-être un peu contre-intuitif, les activités récréatives, culturelles, loisirs. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans des périodes un peu de difficultés économiques. Il y a aussi un besoin de loisirs de proximité qui compense en partie. Et l'industrie tient bien, mis à part l'agroalimentaire, où là, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va faire un peu d'explication de vocabulaire. Quelles sont les différentes formes de défaillance? Alors, les différentes formes de défaillance. On va être du moins grave, même si c'est jamais très joyeux, au plus définitif. La première, c'est la procédure de sauvegarde. On en parle de temps en temps, c'est assez rare. C'est à peu près 2% des procédures. La procédure de sauvegarde, c'est un chef d'entreprise qui sent que ça va être compliqué et qui, avant qu'il y ait une procédure obligatoire, se met en sauvegarde, c'est-à-dire qu'il gèle ses dettes, il demande de l'autorisation de geler ses dettes, le temps de se réorganiser et puis de pouvoir reprendre une activité normale. En fait, il se donne un petit temps de répit, un petit peu d'air, de façon volontariste et en anticipation. Ça, c'est malheureusement assez rare, parce que s'il y avait plus souvent des sauvegardes, quelquefois, il vaut mieux traiter le mal tant qu'il est encore traitable. Jugulable. Voilà, exactement. Ensuite, il y a le redressement judiciaire, plus classique, qui est le stade de cessation de paiement. Donc, il y a des règles comptables qui le définissent. Donc là, c'est des entreprises qui commencent à être vraiment dans le dur. Donc là, c'est à peu près 30% des procédures. C'est ce qui progresse le plus en 2024. Donc là aussi, il y a un gel des créances et des poursuites des créanciers. Et puis, pour le temps d'essayer de construire un plan de recovery, de reprise de l'entreprise, une période d'observation pendant laquelle le dirigeant et son équipe doivent essayer de construire un nouvel avenir pour l'entreprise. Si ça se passe bien, on peut vivre un certain temps en redressement judiciaire puis reprendre une activité normale. Si ça se passe moins bien, et quelquefois on passe directement à cette case-là, c'est la liquidation judiciaire. Donc la liquidation judiciaire, c'est la mort de l'entreprise. Concrètement, ça veut dire qu'il y a un administrateur qui prend la main. C'est plus le dirigeant de l'entreprise qui la dirige. Alors quelquefois, l'administrateur gère pas juridiquement, mais en co-gestion quand même avec le chef d'entreprise. Mais l'objectif de l'administrateur, c'est de faire mourir l'entreprise le plus proprement possible. Passez-moi l'expression. Voilà, donc ça, c'est 70% à peu près des procédures en cours. Elles sont toujours un peu plus longues. Et il peut arriver qu'on passe, en fait, notamment, assez classiquement, de redressement judiciaire
à liquidation judiciaire si le redressement n'a pas abouti. Sur ces sujets, est-ce qu'on peut faire un petit zoom, François, sur les PME, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire? Oui, alors les PME et les ETI sont un peu surreprésentées dans ces... Alors d'abord, elles sont plus nombreuses, mais elles sont souvent aussi un peu plus fragiles. Et c'est elles qui souffrent le plus par rapport au niveau de 2019. On a plus 56%. C'est aussi sur cette taille d'entreprise que les PGE et tout l'accompagnement du quoi qu'il en coûte a sauvé le plus d'entreprises. Et c'est ce qu'on appelle alors quelquefois les entreprises zombies, qui étaient... voilà. Le terme n'est pas super élégant parce que c'est des histoires de vie, finalement. Mais qui étaient sous perfusion, qui étaient maintenues en vie un petit peu artificiellement. Donc c'est celle qu'on voit le plus souvent. Maintenant, le sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le quatrième trimestre. On pense que ça va rester relativement élevé encore au quatrième trimestre. Et puis, tout le monde espère qu'il y aura, sur les moyennes entreprises en tout cas, une stabilisation. Puis nous aussi, on l'espère égoïstement en tant que banquier et que financeur. Par contre, on craint qu'il y ait encore une accélération sur les toutes petites entreprises. Il y a eu aussi, ça s'est un peu calmé, un phénomène de création de micro-entreprises post-Covid, et on sait que les créations d'entreprises, il y a 3 années difficiles, donc quand il y a beaucoup de créations, 2-3 ans après, en nombre, pas forcément en nombre d'emplois, mais en nombre d'entreprises, il y a un peu plus de chute. Merci beaucoup François. Et parmi les conseils, j'ai bien entendu celui-ci, que d'ailleurs le président du tribunal de commerce de Grenoble était venu nous donner ici, ne jamais attendre avant de solliciter une procédure de sauvegarde. L'anticipation, c'est quand même la première qualité d'un dirigeant. Voilà, pour ne pas laisser les difficultés s'aggraver. Rompre l'isolement, mais aussi réfléchir à sa posture de chef d'entreprise, ce sont les objectifs du Centre des jeunes dirigeants, bien décidé à Grenoble à agir pour une économie au service du vivant. On va voir ce que ça veut dire. Une philosophie qui est portée jusque dans sa gouvernance locale, puisqu'elle est basée sur 4 coprésidents qui défendent la force du collectif et de la complémentarité. 2 de ces coprésidents sont avec nous. Nathalie Robin, la fondatrice de Fraises et Ciboulette, et Vincent Baye, cofondateur de Challenge the Room. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous collégialement. Alors il en manque 2, 4 coprésidents pour le CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Grenoble. Qu'est-ce que c'est le Centre des jeunes dirigeants, le CJD ? En quelques mots, c'est le plus vieux mouvement patronal de France. On est non partisan. En quelques chiffres, c'est 6 000 dirigeants en France, c'est 800 en Rhône-Alpes et donc 60 sur la section grenobloise, répartis sur différentes sections au niveau de la région. Donc on parle de 18 sections sur la région Rhône-Alpes. Alors il y a un CJD à Grenoble, il y en a un autre en Isère, je crois. Oui, c'est ça. Nord-Isère aussi, il y a une deuxième section qui tend à beaucoup se développer du côté de Bourgoin, la Tour du Pin, par là-haut. Bon, quand vous parlez de plus vieille institution patronale, ça date des années 30. Oui, 1938, tout à fait. Alors, une soixantaine d'adhérents au CJD de Grenoble. Qui sont-ils, ces dirigeants? Pas que des dirigeants, d'ailleurs. Non, ça peut être aussi des cadres dirigeants, donc pas que des chefs d'entreprise. Tous les secteurs sont représentés, donc moi-même par l'agriculture, Vincent par tout ce qui va être loisirs récréatifs, mais il va y avoir aussi des industriels, des gens du monde de la pharmacie, des experts comptables, RH, donc c'est très varié. Il y a aussi sur la section de Grenoble une belle représentation des femmes, donc hommes-femmes, c'est une belle parité. Et puis jeunes, comme voilà, certains peuvent se demander. Jeunes, oui, j'allais poser la question. Jeunes, c'est un état d'esprit, donc il n'y a pas de critères d'âge. Donc voilà, si un dirigeant souhaite rejoindre le CJD, peu importe son âge, c'est surtout l'état d'esprit et le souhait de se mettre en mouvement et de se former perpétuellement. D'accord, même après 40 ans, on reste jeune, c'est ça. Tout à fait. Alors, 40 ans, c'est la moyenne d'âge de la section. Donc on est on est bien. Donc, alors, comme on aime les chiffres, ça représente ces 60 adhérents ici à Grenoble. Quel poids économique? On est sur 9 millions de chiffre d'affaires en cumulé sur les 60 adhérents et 1200 emplois. Oui, donc c'est quand même assez important. Et quels sont les objectifs de ce club, de ce centre? Alors, les objectifs, c'est avant tout de progresser ensemble. En fait, c'est un partage entre pairs pour se transformer soi-même et donc mettre en action dans son entreprise tout ce qu'on a pu apprendre au sein du CJD pour éventuellement, après, si possible, transformer aussi la société. Donc, ce n'est pas un réseau de business, c'est vraiment un réseau d'entraide où il y a la solidarité, l'écoute, le partage et puis surtout l'apprentissage qui sont vraiment des valeurs très importantes.
Réfléchir, expérimenter. Exactement. L'action. On a également des commissions de travail qui sont mensuelles où justement on va être réunis en petits groupes d'une dizaine de personnes, douzaine de personnes et on va s'exposer sur des problématiques, réfléchir et s'entraider ensemble pour aller vers l'avant. Ouais. Par exemple, je crois qu'il y a 5 commissions, hein, c'est ça, hein? Oui. Alors, par exemple? Alors là, cette année, à la section de Grenoble, il y a bilan d'être du dirigeant. Donc, c'est une commission qui est plus axée sur le développement personnel du dirigeant pour faire le point sur sa vie pro, sa vie perso. Enfin, on questionne toutes ces thématiques-là. Il va y avoir aussi rebondir en conscience. Objectif plus, c'est comment je fais pour amener mon entreprise dans une étape supérieure dans son développement. Et donc là, on va parler aussi de performance globale. C'est une valeur qui est très ancrée dans le CJD. Donc performance globale, c'est à la fois la performance économique, mais aussi la performance sociale, sociétale et environnementale en fait de l'entreprise. Donc c'est vraiment prendre l'entreprise dans sa globalité. Et ça, c'est quelque chose qui est un des piliers du CJD. Oui, c'est ce que vous avez appelé finalement réfléchir à une économie au service du vivant, c'est ça? C'est ça. C'est même le mouvement CJD qui, en 2002, a été pionnier et précurseur de cette notion de performance globale. Alors, on connaît les think tanks, hein, les clubs de réflexion. Vous dites on est plutôt un action tank pour agir. Oui. Parce que le but, c'est que ce soit les commissions qu'on a tout au long de l'année, ou les plénières, ou les congrès, les événements nationaux, à chaque fois, le JD, le jeune dirigeant, doit ressortir de ces événements-là avec quelque chose qui le transcende et qui du coup, puisse se mettre en action directement au sein de son organisation. En fait. C'est vraiment l'expérimentation. C'est pour ça qu'il faut avoir quand même du pouvoir, entre guillemets, pour pouvoir mettre en place des choses sur son équipe managériale. L'idée, c'est vraiment de nous transformer nous-mêmes en tant que dirigeants pour que derrière, on puisse transformer nos entreprises. C'est vraiment un préalable. En quelques mots, c'est quoi? C'est l'école du dirigeant. Alors, depuis le 1er juillet dernier, je le disais, vous êtes 4 coprésidents. Alors, on va citer vos 2 collègues quand même. Donc, Nathalie Lopez-Pelayo, du cabinet RH Allegria. Et Bruno Escaron, de l'entreprise Codam. Voilà, tout le monde est effectivement cité. L'objectif, c'est bien sûr d'attirer de nouveaux adhérents, de nouveaux JD, puisque vous les appelez comme ça, hein, des jeunes dirigeants. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en adhérant au CJD ? Alors, moi, on m'a recommandé d'aller tout de suite au CJD quand j'ai créé mon entreprise, parce que je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial. Je suis la première de ma famille à me lancer dans ce défi. Et donc, il y a un ancien JD qui est patron d'une entreprise et qui m'a dit tout de suite, ne reste pas seul. Il n'y a pas d'école pour devenir dirigeant. Tu vas avoir 1000 questions et tu les as déjà, donc va avec tes pairs, vas-y. Vous dites, j'y ai trouvé un lieu de sécurité. Oui. Parce qu'il y a une confidentialité qui est certaine et du coup, ça met en sécurité pour se livrer sur son intimité, sur ses difficultés, parce que des fois, en tant que dirigeant, on est optimiste. Enfin, il y a des traits de caractère qui sont un peu inhérents aux dirigeants, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des difficultés. Enfin, c'est des hauts et des bas, la vie de dirigeant. Et le fait de se confier et de dire, là, c'est un moment difficile, et ben en fait, on a de l'écoute et on n'a pas de jugement. Et voilà. Donc, c'est vraiment une confidentialité extrême. Et vous, Vincent, vous dites le CJD, c'est des bulles d'air. Oui, effectivement. Moi, c'était au bout de 6 ans d'entrepreneuriat et ça m'a redonné un nouveau souffle, une nouvelle envie d'avancer différemment avec justement ces échanges entre pairs, cette entraide qu'on peut avoir. Et puis, on va tous dans le même sens. Ouais. Agir aujourd'hui pour demain. On va parler de vos expériences de jeunes dirigeants. Nathalie Robin, donc Fraises et Ciboulettes, c'est l'entreprise que vous avez créée, la micro-entreprise que vous avez créée en 2021. Vous avez fait un bilan de compétences parce qu'à l'origine, vous avez fait une école prestigieuse, vous avez fait l'INP Grenoble. Vous êtes ingénieur et vous vous êtes lancé dans cette aventure d'agriculture urbaine. Oui. C'est ça. Comme beaucoup d'histoires, c'est une histoire de reconversion. Et j'ai bien travaillé à l'école, donc j'ai fait des bonnes études. Et puis, comme je vous ai dit, ma famille n'est pas du monde entrepreneurial, donc c'était un bon travail. C'est une famille issue du monde agricole, hein ? Oui, classe moyenne et puis un peu du monde agricole. Et du coup, il fallait avoir un travail stable. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, en fait, j'ai vite vu que le monde du salariat n'était pas fait pour moi et que j'avais toujours 1 million d'idées, que j'avais envie de faire à mon propre rythme plein de choses et que j'étais attirée par la terre. Donc, ça doit être dans les gènes.
Et donc, j'ai créé effectivement en 2021 Fraises et Ciboulettes en micro-entreprise, qui a survécu donc les 3 ans et qui est passé maintenant en EURL. Voilà. On voit des images parce que votre travail, finalement, c'est d'installer des jardins en ville. Oui, c'est ça. Donc, dans n'importe quel endroit. Donc, c'est principalement des entreprises, mais ça peut être aussi d'autres lieux de vie, comme des copropriétés, des écoles, des associations. Il y a aussi des espaces de coworking et co-living. Et ça peut être en pleine terre, comme sur des terrasses aussi. Votre proposition a séduit beaucoup d'entreprises. Oui, l'agglomération grenobloise a déjà, je pense, une attirance pour tout ce qui est végétal. Et donc, il y a certaines entreprises qui n'ont pas hésité à me faire confiance. Il y a notamment Agori, un cabinet d'experts comptables sur Cessiné, une entreprise qui s'appelle Biologique aussi à Cessiné. Il y a Cowool, un espace de coworking sur Grenoble vers la patinoire. Plus récemment aussi Coloft à l'Arte-Parc de Mélan, où il y a plusieurs entreprises qui se réunissent. Qu'est-ce qui les motive ? Eh ben, ce qui les motive, c'est partager du lien, en fait, parce que à la fois, bien sûr, c'est des ateliers de jardinage, mais c'est aussi l'occasion de créer une cohésion et de de faire rencontrer les gens qui ne se connaissent pas, parce que maintenant, on est de plus en plus dans une société, on va dire, individualiste, où on ne connaît pas ses voisins, et là, c'est un prétexte, en fait, pour réapprendre à la fois à bien manger, à savoir cultiver ses légumes, et aussi à parler aux gens. C'est ça, on ne cultive pas que des fraises et des ciboulettes. De la ciboulette, on cultive aussi le bien-être. Exactement, le bien-être, oui, tout à fait. Exactement. Vincent Baye, Challenge the Room, c'est le nom de l'entreprise que vous avez créée. C'était en 2014. C'était à l'époque le premier escape game de province. C'est ça, exactement. On a été pionniers dans le monde de l'escape game. Et maintenant, on en voit beaucoup, Mm-hmm. d'où l'intérêt d'arriver avant tout le monde. Effectivement. Et ça nous a permis aussi d'aller sur d'autres types d'activités. On va dire qu'on tourne autour du jeu, mais aujourd'hui, on est spécialiste du jeu. On va pouvoir transmettre, former, informer, sensibiliser, et tout ça toujours à travers le jeu. Alors, il y a les salles d'immersion, rue Trécloître, rue Servan, je crois, à Grenoble, qu'on connaît pas mal. Mais vous avez développé le concept à l'extérieur. Exactement. Pour citer 2-3 exemples, on a par exemple travaillé avec les pompiers de l'Isère, où on a transformé un camion des pompiers en escape game 18 minutes pour rentrer dans la peau d'un sapeur-pompier. Ou bien on a pu travailler avec EDF pour reproduire sur une table qui fait à peu près 1 mètre cube le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique, où les joueurs vont en 10 minutes réamorcer la centrale hydroélectrique, quoi. Ce genre de ludification, gamification. Avec l'hôpital aussi, le CHU, je crois, il y a aussi un escape game particulier. Effectivement, ouais, c'était pour sensibiliser aux bons gestes post-opératoires. Le jeu, c'était vous avez 30 minutes en l'état, votre patient va mourir, à vous d'agir. Ouais, rien encore pour les banques, non parce que... Si, on l'a fait effectivement pour une banque, pour sensibiliser les jeunes aux risques bancaires. D'accord. Effectivement, toujours à travers un jeu. Donc, c'est effectivement des solutions sur mesure. C'est ça qui est assez innovant dans votre entreprise. Vous êtes aujourd'hui une quinzaine de salariés, donc ça a bien progressé. C'est du sur-mesure en fonction des demandes des entreprises. Exactement, et plus largement les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales. Là, actuellement, on est dans le Résilience Tour, où on intervient dans les collèges à travers toute la France sur tous les enjeux de risques majeurs territoriaux. Les entreprises et les collectivités qui y voient évidemment un très bon outil de management. De management et de transmission de messages, effectivement. Ouais, on est persuadé qu'en écoutant les choses, on retient 20% de ce qu'on entend, à peu près 30% de ce qu'on lit, mais 80% de ce qu'on fait. Donc le jeu, le faire, le agir, c'est le bon moyen de transmettre. D'autant qu'il est basé sur l'intelligence collective, sur la cohésion, sur la capacité à prendre des décisions. Donc tout ça, effectivement, séduit les entreprises. Ah, complètement. On est développeur d'intelligence collective à travers l'escape game et le jeu plus généralement, sur tout ce qui va être communication, écoute, gestion du temps, du stress, prise de lead. On est en plein dans l'intelligence collective. Challenge the Room qui a une dizaine d'années, qui fait déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est une belle réussite. Quel est l'escape game, le produit, entre guillemets, la proposition, le jeu qui est le plus étonnant que vous ayez créé? Bon, le véhicule pour les pompiers, déjà, c'est pas mal, faut reconnaître. Ouais, effectivement. Et après, il y a un sujet qui nous a touchés, c'est qu'on a travaillé l'année dernière sur les violences faites aux femmes dans le cadre des premières relations amoureuses, où on s'est adressé aux jeunes, notamment des MJC. Et là, on ne s'attendait pas à pouvoir justement sensibiliser de manière pédago-ludique des jeunes sur ce genre de sujet. Un beau sujet. Et puis, moi, je reviens sur le CJD. Je pense que
vous l'avez vécu tous les deux, être entrepreneur, on est souvent un peu seul quand même. Mais qu'on soit d'une petite entreprise ou quelquefois même de plus grosse, et avoir un lieu dans lequel on peut de temps en temps poser le sac avec des confrères en toute confidentialité, je crois que c'est extrêmement important. Et moi, si j'avais juste un message à donner, mais sauf si vous me dites le contraire, pour les jeunes créateurs d'entreprises, n'hésitez pas à vous rapprocher de réseaux, ne restez pas tout seul, parce que c'est normal d'avoir des difficultés. Mais rien que d'en parler, quelquefois, ça permet d'avancer. Donc je pense que c'est aussi très utile dans ce parcours qui est formidable, mais qui est un peu stressant aussi. Oui, tout à fait. Et puis effectivement, le jeune dirigeant, le dirigeant, va pas forcément exposer ses problèmes à son entourage familial, à son entourage amical. Donc c'est justement dans ce réseau-là. Et puis l'entourage familial ou amical n'est pas forcément capable de le comprendre parce qu'il ne l'a pas vécu. Et que ça aille bien ou mal dans les deux cas. Parce que des fois, on peut aussi avoir des difficultés quand ça va bien, mais l'entourage ne peut ne pas comprendre. Merci beaucoup Nathalie Robin, Vincent Baye. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci pour vos témoignages. On peut bien sûr vous contacter en allant sur le site du CJD Rhône-Alpes. Il y a la possibilité d'entrer en contact avec l'antenne grenobloise. Merci. Merci. Un second atelier en pleine, cette fois pour Red Light. La marque de vêtements et accessoires pour le trail n'abandonne pas son siège de Saint-Pierre-de-Chartreuse, mais vient d'investir un tout nouveau site d'assemblage à Veurey. Objectif, accroître sa capacité de production made in France en facilitant son recrutement. Reportage. Depuis 25 ans, Red Light, entreprise française, conçoit des vêtements techniques pour les adeptes du trail. En 2014, l'entreprise fait un pari audacieux, celui de relocaliser une partie de sa production en Isère. Malgré des coûts plus élevés, c'est en 2015, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, qu'un premier atelier voit le jour. Aujourd'hui, plus de 20% des produits Red Light sont fabriqués localement. Donc, cette année, Red Light a 25 ans, c'est le 25e anniversaire. Et on est toujours en croissance et toujours en développement de nouveaux produits plus innovants, plus légers, pour que ce soit toujours plus confortable de faire du trail ou de la randonnée. Et pour répondre à sa croissance, Red Light a ouvert un nouvel atelier de 650 mètres carrés à Veurey-Voroise. Les deux ateliers Made in France fabriquent à eux de 40 000 produits par an. Du local en direction de l'international. Actuellement, l'atelier est engagé dans la production de sacs à dos techniques pour le Qatar. C'est des sacs à dos de 24 litres. On a 3 modèles de sacs à dos, 5, 12 et 24 litres. Là, on a une grosse commande, on en a 330. Et ensuite, en 12 litres, on en a plus d'une centaine. L'assemblage des produits Red Light se fait à la main, un travail minutieux qui prend du temps. Si les tissus sont découpés à Saint-Pierre-de-Chartreuse, c'est à Veurey que le produit final est assemblé. Un sac 24 litres, on met 1h15 pour en faire un. On a fait une chaîne de 4 personnes. Et chaque personne a son étape à faire et après on donne un coup de main quand on a fini. Mais bien que Red Light ait une portée internationale, l'entreprise reste fortement ancrée localement. Elle collabore avec les collectivités et lycées de la région pour offrir des débouchés aux jeunes diplômés. C'est le cas pour Sekou qui a intégré l'entreprise après des études au lycée Argouges de Grenoble. Là, j'ai fait 2 ans de CAP au lycée Argouges et là j'ai fait 1 année d'alternance à Red Light et là je suis embauché. Là, en fait, ici, je fais un peu de tout. Mais principalement, je suis à la fac pour le moment. Mais après, je fais un peu de tout. Les produits Red Light des vêtements au sac à dos sont disponibles sur Internet et dans plus de 150 magasins en France. L'entreprise génère aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 5,5 millions d'euros. Ainsi, la couture et l'assemblage des produits se fait à Veurey. Le design, la découpe, le packaging et le contrôle de la qualité restent bien sûr sur le site de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Avec cette politique de développement du fait en France, les effectifs de Red Light devraient passer de 32 à ce jour à une quarantaine de collaborateurs dans les 5 ans qui viennent. Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, Thierry veut des précisions sur les levées de fonds. François. Oui, plusieurs façons de lever des fonds. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert 4 grandes façons de lever des fonds. Il y a ce qu'on appelle du capital et puis de la dette. Alors du capital, il y a 3 grandes catégories. Il y a le capital risque.
Le capital risque, c'est des investisseurs, souvent des fonds, mais pas forcément, qui investissent dans une entreprise souvent assez jeune ou avec des grands projets de développement, dans l'espoir de pouvoir faire une plus-value a posteriori, avec un modèle qui est un peu particulier. Je vais caricaturer un peu, mais il y en a 1 sur 10 qui réussit, mais celle-là, je fais x15. Donc si 1 fois sur 10, je fais x15, je gagne ma vie. C'est un peu le modèle du capital risque. Ça porte bien son nom. Autre catégorie qui est assez proche, mais pas tout à fait dans la philosophie, c'est les business angels. Donc en général, c'est des gens qui ont des individus, des personnes physiques, qui ont un patrimoine important, souvent d'ailleurs d'anciens chefs de grandes entreprises qui ont vendu leurs entreprises et puis qui réinvestissent parce qu'ils ont cette fibre entrepreneuriale. Donc eux, pareil, ils investissent dans des entreprises souvent assez jeunes, mais par contre, ils s'y intéressent vraiment, c'est-à-dire que non seulement ils investissent du capital, mais ils l'accompagnent, ils la conseillent, ils la mentorent, ils la coachent, comme on veut, bien sûr dans l'espoir quelques années plus tard de ressortir avec une plus-value, mais avec un accompagnement plus fort qu'un capital risqueur classique. Et puis il y a une autre grande famille qui s'est un peu ralentie ces dernières années, qui est le crowdfunding. Financement participatif. Donc, financement participatif. Donc il y a des plateformes encore toujours un peu spécialisées. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher une grande masse d'investisseurs de petites sommes qui croient en un projet pour des raisons un peu économiques, mais souvent pour d'autres raisons, environnementales, philosophiques, voilà, ou qui croient en individus, et puis qui investissent dans l'entreprise des toutes petites sommes, toujours dans l'espoir aussi de pouvoir accompagner un projet et puis de pouvoir ressortir. Donc ça, c'est les formes les plus classiques de levée de capital pour les plus petites entreprises. Puis après, pour lever des fonds, il y a aussi une autre forme, bien sûr, beaucoup plus classique, qui est le prêt bancaire ou les crédits. Alors, souvent bancaire, quelquefois, ça peut être aussi des prêts familiaux ou amicaux, de façon plus classique. Et puis pour les grandes entreprises, ou les entreprises un peu plus structurées, évidemment, il y a les émissions soit d'actions, de capital nouveau, notamment pour celles qui sont cotées, ou des émissions d'obligations, donc qui sont aussi une forme de dette un peu différente. Ça, c'est pour les différentes formes. À quoi ça sert ? Alors ça sert à plusieurs choses. Ça sert à financer la croissance, d'abord. Alors soit interne, avec de l'investissement dans des nouvelles lignes de production, par exemple, soit externe en achetant un concurrent ou une entreprise qui est du même filière. Ça peut servir, notamment dans les plus petites entreprises, les startups, à améliorer la trésorerie, parce que les startups, souvent... elles n'ont pas de chiffre d'affaires, elles n'ont que des frais, donc il faut investir jusqu'au moment où ça décolle. Ça peut financer aussi de la recherche et développement. Il y a des domaines où on sait que la recherche est même de très longue haleine. Alors l'exemple, la pharmacie, la chimie, c'est quand même très long. Et puis ça peut servir aussi quelquefois simplement à renforcer la structure financière. Quand l'entreprise s'est beaucoup développée, même si elle est saine, de temps en temps il faut remettre un peu de fonds propres pour remettre un peu de carburant dans le bilan. Levée de fonds, un levier essentiel pour la vie des entreprises. Merci François. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. En à peine plus de 20 ans, le groupe AVEC s'est imposé sur le marché très convoité de l'impression d'étiquettes. Il en produit chaque année 150 millions pour l'industrie, le monde du luxe, les produits pharmaceutiques et bien d'autres. L'entreprise a accéléré son développement ces dernières années grâce à plusieurs acquisitions. Plongé dans le monde de l'étiquette, donc avec Axel Lamotte. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes gérant de ce groupe AVEC, qu'on a jadis connu sous le nom d'Azur Adhésif. On va faire un petit peu l'historique de l'entreprise. Vous êtes imprimeur spécifiquement d'étiquettes adhésives depuis 2001. Tout à fait, donc une distinction effectivement entre l'adhésif et puis l'imprimeur de labeur. On travaille uniquement en bobine, donc des rouleaux et non pas des feuilles à feuille comme on a l'habitude de voir. Alors à l'origine, c'est votre papa qui a créé l'entreprise, hein ? Dans les années 2000, tout à fait. Une entreprise qui démarre toujours du côté des bains, qui est encore à l'heure actuelle sur Hébin. Et puis moi, suite à un petit voyage du côté du Canada, je suis rentré en 2011 et j'ai repris les mains de l'entreprise à partir de 2013. Aujourd'hui, c'est une entreprise d'une cinquantaine de collaborateurs qui vise les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires assez rapidement. Alors moi, avant de travailler sur ce dossier, une étiquette, c'était une étiquette. Mais absolument pas. Alors, vous me parlez d'étiquettes en rouleau. Il y a des étiquettes sur papier ou film plastique, avec des coupes spéciales ou pas, des étiquettes simples ou en livret, des étiquettes même en braille. Tout à fait, oui. Pour faire quand même malgré tout la genèse, la plupart des gens qui travaillent dans ce milieu
ont bien souvent plus d'étiquettes, que ce soit dans le frigo ou dans la boîte à fromage ou dans la douche, puisqu'on décolle tout pour s'en inspirer au travail. Donc il faut quand même découvrir quel est le shampoing du savon. Mais oui, c'est un monde qui est assez complexe, des machines qui sont assez longues, bien souvent en multipassage, qui nous permettent donc de faire des et ou plusieurs couches, des étiquettes livrées pour beaucoup plus d'informations réglementaires de nos jours, ou tout simplement pour apporter de la valeur ajoutée, d'essayer de jouer sur le tactile, le sensoriel. Donc c'est vraiment un domaine qui nous permet d'essayer de mettre en avant et de sublimer les produits. Ouais, elles doivent être belles, elles doivent être parfois techniques. On a vu apparaître les étiquettes repositionnables, par exemple, celles qui résistent à de très fortes chaleurs. Enfin, c'est vraiment très, très particulier comme monde. Un monde, oui, bien sûr, un monde qui est assez complexe. Donc, on travaille pour une bonne partie du groupe sur de l'industrie. Donc, des étiquettes qui ont plutôt une fonctionnalité et non pas qui n'ont pas le but d'essayer de vendre le produit. Mais il y a bien entendu le monde du luxe, le monde de la cosmétique, sur lequel il faut beaucoup plus jouer, et le monde vinicole. Une bouteille de vin dans un rayon, s'il n'y a pas d'étiquette, elles sont toutes noires ou transparentes. Il n'y a que l'étiquette qui va faire cette différence. Allez, on va découvrir votre univers et le savoir-faire de vos compagnons avec ce reportage. Des étiquettes, l'entreprise Azur Adhésif, basée à Hesbain, en sort 150 millions chaque année. Émile, conducteur d'une des imprimantes, nous explique le déroulé de fabrication. Tout commence par le dossier. On a un BAT qui nous explique ce que le client veut, la matière, les couleurs, la découpe, les découpes éventuelles. Et en fonction de ça, c'est à nous de paramétrer la machine, de faire les réglages. Ici, pour ce produit, c'est l'imprimante Flexo qui est utilisée. Ça passe dans la machine. Ici, on va trouver une chambre à rack dans laquelle on met en l'occurrence le Pantone, donc la couleur désirée. Un cylindre tramé qu'on appelle aussi un anilox qui permet de déterminer la quantité d'encre qu'on va mettre sur la matière. Et ensuite ici, un cliché qui est une forme imprimante, un peu comme un tampon. Alors que l'invention de l'imprimante en est à ses 574 bougies, Azur Adhésif continue d'innover, notamment en proposant des produits plus vertueux. Tout le marché du biosourcé qui est en train de se mettre en route, mais depuis une petite dizaine d'années. Alors le biosourcé, ça va être des matières qui sont dans un papier qui va être mélangé avec de la canne à sucre par exemple. Et tout ce qui est recyclé, donc c'est des papiers qui sont à 50 ou 70% issus de matières recyclées. Face à l'exigence de sa clientèle, l'entreprise offre un panel d'étiquettes résistant à toute épreuve. Ça va de l'étiquette industrielle, en passant par les étiquettes un peu standards, logistiques, etc. Et ça peut être des étiquettes qui sont dans des milieux très critiques. On fait des étiquettes pour la cryogénie, ou alors des étiquettes qui vont à 300 degrés, qui peuvent être utilisées à une température de 300 degrés. Il y a aussi des découpes particulières, des dorures, du pelliculage et aussi des reprises d'anoblissement. Une polyvalence qui attire. On va avoir une clientèle assez variée puisqu'on est imprimeur généraliste, donc ça va être autant des très grands groupes que des sociétés de taille moyenne, des start-up. C'est assez divers, on n'a pas une typologie particulière de clients. On va travailler avec tout domaine d'activité également, donc on va autant travailler dans l'industrie que dans les cosmétiques, ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être les industries médicales, voilà, c'est assez vaste. Tellement vaste que le groupe n'a plus assez de place à Hesbain et va déménager à Pont-de-Claix. Ici on est sur le chantier du futur siège du groupe avec, par rapport à notre croissance, à notre développement, on a eu besoin de plus d'espace et dans quelques semaines, toutes nos équipes rejoindront ce bâtiment. Un bâtiment avec une surface 2 fois supérieure, une plus grande zone de stockage et de production qui permettra à l'entreprise de continuer son développement. Axel, des étiquettes qui sont essentiellement destinées au monde de l'industrie, mais vous le disiez aussi à la pharmaceutique, luxe. Cosmétique, luxe, tout à fait, oui. Quelle est l'étiquette la plus étonnante que vous ayez eu à faire ? J'aurais plusieurs exemples qui me viendraient en tête, mais pour certaines personnes, ce qui pourrait être le plus extraordinaire, c'est des étiquettes qui vont sur des blocs d'acier qui sortent de fonderie, qui sont à plus de 1000 degrés, et on arrive à développer des étiquettes qui ont des adhésifs qui se soudent au métal. Bien sûr, ça ne résiste pas très longtemps, mais le bloc descend en température assez rapidement. Donc on parle d'étiquettes qui sont collées sur des pièces à plus de 500 degrés.
Quelques noms de clients, on pense évidemment à des grands industriels locaux par exemple. Oui, alors bien sûr, dans le tissu local, on peut nommer Schneider, Petzl, Arémont, plusieurs clients. Il faut s'imaginer que des étiquettes, il y en a quand même de partout. Hein. Qu'on ouvre son frigo, sa douche, le capot ou sous le dessous de l'ordinateur, pour l'instant, on a de la chance, pourvu que ça dure. Bon, il y a évidemment le monde du luxe aussi, on aurait pu citer LVMH. Des investissements, en revanche, qui sont très lourds. On a commencé à le voir dans le futur siège là, que vous allez investir à Pont-de-Claix, des machines de plus en plus performantes. Ça reste une industrie qui est très capitalistique, des machines qui oscillent entre 400 à 600 000 euros, voire 1 million pour les plus grosses. Donc là, on a 2 renouvellements qui viennent, qui s'accompagnent avec le nouveau site. Donc on parle déjà de plus d'1 million d'euros. Mais c'est effectivement pas une course à la machine la plus rapide ou la plus productive, puisque c'est pas du tout la stratégie de l'entreprise, mais ça nous permet d'avoir le petit atout en plus, le petit gadget que les autres n'ont pas et qui nous permet bien souvent de se démarquer et d'aider à nos clients à pouvoir se démarquer sur un rayonnage. Alors l'entreprise s'est considérablement développée, je le disais, ces dernières années grâce à la croissance externe, grâce au rachat d'autres entreprises du secteur. En 2016, avec votre sœur Charline, vous avez commencé à racheter Mexichrome. Mexichrome Impression, c'est à Sisteron, hein, ça. Tout à fait. Ouais. Et puis ça s'est continué avec de nouvelles acquisitions derrière. Donc 2019, l'acquisition de Giflex. Tout à fait, dans l'ouest lyonnais. Qui était plus spécialisé sur la parapharmacie, la pharmacie. Plus pharmacie, effectivement. Tout simplement, hein, comme beaucoup peuvent le comprendre, pour essayer de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, de développer des synergies de matière. On a continué, je vous laisserai la main après, mais effectivement, cette stratégie est une stratégie pour rester collé au peloton de tête. On est sur un monde où il y a beaucoup d'imprimeurs en France, beaucoup de petits, hein, 80% font moins de 2 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est une stratégie d'acquisition, de synergie, de découverte de nouveaux talents qui passent par les gens, de nouvelles machines, de rayonnement sur le secteur, puisque c'est encore un point fort de notre métier, vu que souvent les gens veulent venir voir leur étiquette, valider la couleur. Donc ça fait partie de cette stratégie de croissance externe. Et cette valeur ajoutée également de la création. Vous avez d'ailleurs intégré un atelier de création, le studio, hein, c'était en 2021. Tout à fait. Donc là aussi, l'objectif, c'est de se démarquer. C'est de se démarquer. Puis l'idée, la stratégie qui s'est un petit peu modifiée à travers les quelques dernières années, c'est plutôt d'essayer d'apporter des services, d'être vraiment un prestataire de service et non pas de se focaliser sur je suis capable de rouler l'étiquette la plus vite, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui le fait mieux et on a certains pays lointains ou voisins qui savent aussi le faire et moins cher. Donc c'était une philosophie d'essayer de monter dans l'échelle de valeur, d'arriver plutôt à discuter avec de la R&D, avec du marketing, de pouvoir mettre en avant de l'éco-conception, tous ces sujets sur lesquels je pense on apporte une plus-value plutôt que de remplir un tableau Excel dans lequel on a relativement moins notre mot à dire. La valeur ajoutée, encore une fois, hein, la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est d'ailleurs en 2021 que vous avez créé le groupe AVEC pour rassembler toutes ces entités. Il y a eu depuis effectivement le rachat aussi de la société Fourignon à Villefranche-sur-Saône, une autre à Bergerac en Dordogne. Là, c'était pour asseoir sa présence sur le marché des vins, des spiritueux. Exactement. Alors, des étiquettes pour les vins et les spiritueux. Oui. Je n'ai pas acheté une microbrasserie. Mais encore une fois, pour diversifier, il faut savoir que dans notre monde, les vins et spiritueux sont des étiquettes à forte valeur ajoutée parce qu'il y a beaucoup de choses qui y sont rajoutées, de dorures, de gaufrage, de vernis, de braille, de senteurs même parfois. Donc c'est une continuité pour avancer dans ce sens-là. Et ensuite, d'un point de vue rayonnement régional, ça faisait Grenoble, Lyon, maintenant on est à Villefranche. Bon, on commence un petit peu à nous connaître à droite, à gauche, qui est plutôt intéressant d'un point de vue commercial. Je rebondis, on fait des étiquettes à odeur ? On fait des étiquettes avec des encres odorantes. Ouais, c'est possible. On a plus souvent vu cette technologie dans les magazines, dans l'avion, on décollait la petite page et on sentait le parfum. Ouais. Mais ça se crée, ça se met également sur les étiquettes, des fois dans les parfumeries, sur des testeurs pour gratter l'étiquette et sentir ce que pourrait éventuellement sentir le produit.
Bon, alors, nouvelle étape de développement de l'entreprise, c'est ce nouveau siège, ce nouveau site. Vous allez quitter Hébin pour rejoindre le site des papeteries à Pont-de-Claix, là, dans quelques semaines. C'est un vrai investissement pour franchir une étape supérieure? Complètement. Mon père, que je salue, avait à l'époque fait un business plan sur 5-6 millions. Chose qu'on a maintenant atteint, et on tourne un peu en rond dans nos locaux. On a du mal avec la logistique, on est à l'étroit. Quand on enlève une machine, pour acheter une nouvelle machine, on doit enlever une machine, alors pour autant elle fonctionnait. Donc pour nous, c'est vraiment repartir d'une feuille blanche, recréer le flux, recréer les circuits, réorganiser les machines avec des pôles numériques, des pôles conventionnels, le pôle finition, pour éviter qu'il y ait des allers-retours à courir dans l'atelier. Et puis ça a aussi un aspect humain, parce que on a grandi dans nos locaux, on est 2, 3, certains coincés dans des bureaux, à l'étroit pour aller chercher une palette, il faut en enlever 5 en bas pour aller chercher celle de l'étage. Donc je pense que c'est une belle et nouvelle étape, un nouveau challenge, ça c'est certain, mais qui était nécessaire, et je crois que ça emballe la plupart des collaborateurs. Doublement de la surface, on l'a vu, des bâtiments qui vont être vertueux sur le plan du développement durable aussi, avec des panneaux solaires, de la géothermie. Tout à fait, ouais. De ce côté-là, je pense que c'est important, d'un point de vue bâtiment, d'un point de vue efficient, mais c'est vraiment, j'avais mon collègue qui parlait dans le documentaire, mon collègue Gwendal, qui parlait de l'éco-conception, des matières recyclées. On entend beaucoup parler maintenant de la consigne de bouteilles, qui est en train de s'étendre également à la consigne, mais surtout les produits qui sont cosmétiques. Donc c'est un monde qui bouge, nous on ne veut pas le subir, pas du tout, donc on travaille avec Citeos de près pour essayer de mieux connaître l'éco-conception, mieux guider nos clients sur le choix des matériaux. Est-ce qu'on fait une étiquette enroulante ou plutôt 2 étiquettes, quelle taille, quelle matière, donc ça paraissait normal d'aller sur le photovoltaïque, géothermie, puisque ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. François, on voit bien un secteur d'activité qui doit s'adapter, qui doit se renouveler, et une entreprise qui progresse finalement avec cette politique de croissance externe. Puis je pense, vous le disiez tout à l'heure, si c'est pour faire de l'étiquette au kilomètre, il y en a qui vont le faire toujours moins cher, etc. Et quand on parle de réindustrialisation, alors je peux me tromper, mais je pense que le sujet, c'est pas de rapatrier de la production qui est faite à l'étranger ou ailleurs, parce qu'il y a toujours des gens qui font moins cher, mais c'est d'y mettre de la valeur ajoutée dans sa conception, dans sa technique, dans la proximité d'échange avec le client. Je crois que ça a vraiment du sens. Alors, quand en plus c'est écologiquement vertueux, ça coche beaucoup de belles cases. Voilà. Bravo pour la dynamique aussi, parce que il y a toujours un petit confort de se dire je reprends quelque chose, je le fais vivre tant que ça tourne, ça tourne. Mais voilà, je crois qu'être entrepreneur, c'est aussi d'avoir envie de le développer, de prendre ses risques calculés. Et bravo, et puis merci pour l'emploi dans la région, parce qu'on en profite tous. Ça s'appelle le groupe Avec. Plaisir. Et c'est ici, effectivement, à Hébin aujourd'hui, demain à Pont-de-Claix, mais en tout cas ici dans les Alpes, en Isère. Merci beaucoup, Axel Lamotte. Merci d'avoir été avec nous. Merci François Caudet. On se voit le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.